Bonsoir à tous, chers auditeurs, chères auditrices, c'est Cyrus et on se retrouve pour le 44e épisode de notre podcast hebdomadaire sur l'actualité footballistique européenne. Et pour pouvoir en discuter, je serai accompagné de nos fidèles contributeurs que sont Jeff. Bonsoir à tout le monde. Camille. Bienvenue mes amis. Et Alexis. Bonsoir. Donc le programme de cette soirée est de parler de l'actualité en Serie A, en Allemagne et en Angleterre pour aujourd'hui. Là où demain on partira en France, en Espagne et on fera également nos traditionnels pronos pour la semaine européenne, que ce soit en Ligue des Champions et Europa League et Europa League Conférence, là où sont également mobilisés les clubs français. Mais en premier lieu, on parlera de la Serie A. Donc l'Inter actuellement joue contre Cagliari, si je ne dis pas de bêtises. L'Inter joue contre Cagliari en ce moment. Gagne 1-0 par un but de Thuram. Donc pour l'instant je ne pourrais pas totalement parler de ce match-là. Mais néanmoins il y a eu d'autres matchs dans la journée. Et donc nos spécialistes Serie A, dites-nous que s'est-il passé ? Alors déjà, je vais arracher le pansement, comme ça sera vite fait. Il y avait ce samedi le derby de la Mole, le retour entre le Torino et la Juve. On s'attendait à un match serré. On a eu un match serré, certes, mais on a eu un match tout simplement ennuyant. Il y a eu peu de tirs cadrés. On en a eu 5 sur 90 minutes, 2 de la part du Torino, 3 de la part de la Juventus, pour un match nul et vierge, un 0-0 qui ne fait les affaires de personne. La Juve attend tout simplement la fin de saison. C'est pas plus dur, pas moins dur à comprendre que ça. On joue la 4e place, on joue vraiment les qualifs pour la Champions. On ne veut même plus jouer la seconde place. À mon avis, si ça se trouve, on va même se faire dépasser par Bologne. On finira 4e, comme je l'ai dit il y a quelques semaines, comme l'avait prédit le grand Manitou Allegri, 4e, avec un Bologne qui finirait 3e. Bon, eh bien, ma foi, tant qu'on est qualifié en Ligue des Champions et que ça convient aux grands dirigeants de la Juventus, eh bien, tant mieux. C'est pas ce que j'aime voir du côté de la Juventus, mais bon, il reste quelques matchs à jouer encore, il reste encore 6 matchs à jouer avant probablement de voir Massimiliano Allegri partir de notre club et Thiago Motta probablement prendre sa place. Mais bon, c'est essoufflant, franchement. Je n'ai plus envie de regarder cette Juventus jusqu'à la fin de la saison. C'est ennuyant, voilà. C'est pas du football. C'est tout ce que j'avais à dire sur la Juventus. Merci pour ce résumé du match, Camille. Je te passe le ballon. Eh bien, que dire hein. Metz a affronté aujourd'hui l'avant-dernier du championnat italien, à savoir l'ogre de Sassuolo. Un match qui s'est fini sur un match nul 3-3. Alors, il y a du bon, il y a du moins bon, certes, on a fini à 3-3, mais le match aurait dû avoir un autre score. J'ai dit Metz ? Oui. Ah, pardon. C'est à cause de ce que je viens de voir sur les réseaux tout à l'heure. Je parlais de Milan, du coup. Milan a affronté l'avant-dernier du championnat, du coup. Donc le match est quand même fini par 3-3. Hein. Là-dessus, il n'y avait pas d'erreur. Mais il y a eu du bon et du moins bon. Il y a eu une équipe de Milan qui a été vraiment, vraiment légère. Et une défense parfois apathique sur les attaques de Sassuolo. Il y a eu un arbitrage qui a refusé, je ne sais plus si c'est 2 ou 3 buts à Chukwueze, ce qui aurait été
dommage pour lui parce que tous les buts étaient vraiment très très beaux. En plus, Chukwueze qui est sorti en cours de match, qui a été remplacé par Pulisic à la 65e, je trouve ça vraiment dommage. Pioli sur le coup là. Pioli, ce coach m'énerve parce que tu as un joueur qui a clairement un besoin de confiance, un besoin de temps de jeu, un besoin de marquer des buts, et là, sachant qu'ils ont été refusés, et très objectivement, en tout cas, je sais pas, mais objectivement, les hors-jeux, pour moi, ne sont pas valables, puisque c'était le bras qui était signalé hors-jeu. Alors, depuis quand on a le droit de marquer avec le bras maintenant, je ne sais pas. Enfin, ça dépend si quand c'est l'équipe de l'Inter, ça fonctionne. Petite pique gratuite. Non, plus sérieusement. Non, il y a des buts qui ont été refusés sur hors-jeu et pour moi, les hors-jeux n'étaient pas justifiés. Non, même sur les ralentis, tu vois les photos, il n'y a rien de justifié. Et sortir Chukwueze à 65e, je trouvais ça vraiment dommage. Il est temps que j'ai adoré ce joueur, c'est un joueur très charismatique, tant sur le terrain qu'en dehors du terrain, mais Kier, il faut qu'il parte. Il a fait une grave erreur défensive. Il y a des fois où tu vois qu'il est largué sur le terrain, il est lent, il espère lui-même être prolongé à Milan, mais il ne faut plus, il faut passer la main. C'est dommage parce qu'il avait un très bon leadership jusqu'à l'année dernière. Mais j'ai l'impression que depuis qu'il est sorti de sa rupture de ligament croisé, j'ai l'impression qu'il n'est plus lui-même en fait. J'ai l'impression qu'il n'est jamais revenu de sa blessure. Donc là, il aura été remplacé en cours de jeu. Je vais vérifier, mais si je dis pas de bêtises, il avait été remplacé par Gabia. Oui, c'est ça, par Gabia à la 55e. Ça a fait du bien. Gabia qui est lui-même aussi a besoin de temps de jeu et qui fait de très très bonnes prestations. Hein. Il fait de bonnes prestations. T'as quand même Pital Leao qui a quand même ouvert le... Oui, je passe du Coquelin, pardon. T'as quand même Léo qui a quand même de bonnes choses. Hein. Il a quand même ouvert le score à la 20e minute. Après le deuxième but de Sassuolo par Llorente pour le deuxième but. Jovic qui a quand même marqué aussi, ça fait plaisir. T'as Okafor aussi qui a marqué sur une passe décisive justement de Gabia. Ça fait très plaisir de voir ce genre de choses. Alors c'est vrai que Pioli a fait sortir des milieux. Hein. Il a fait sortir Adli pour le remplacer par Okafor. On s'est retrouvé à 4 voire presque 5 attaquants. Ça a fait très très plaisir. Mais c'est le genre de match qui normalement t'es censé les gagner. T'es censé gagner ce genre de match-là, j'ai du respect pour Sassuolo, mais t'es censé y arriver. Tu devrais pas avoir trop de difficultés. Jovic a eu beaucoup de difficultés aussi sur ce match-là, même s'il a quand même marqué. Hein, ça, je dis pas avec plaisir, ça fait toujours plaisir. Il a marqué le but du 3-2 d'ailleurs. C'était un très beau but et tout. On s'est retrouvé à 2 devant d'ailleurs avec Giroud et Jovic. Giroud qui était rentré en cours de match. Oui, c'est ça. Il est rentré à la place de Musa, donc qui était au milieu de terrain. Voilà, alors pour ce match-là, c'est tout ce que malheureusement j'ai à vous dire. Hein. Un arbitrage en Italie toujours aussi aléatoire. Plus des joueurs qui n'ont pas été vraiment à la hauteur. Hein. Côté milanais, ils n'ont pas vraiment été à la hauteur. Pioli qui a eu du temps à réagir. La seule chose dont on peut se soulager, c'est qu'en cas de défaite, se soulager, une partie en tout cas des tifosi pourront s'en soulager, c'est qu'en cas de défaite au derby, et je pense que sérieusement que l'Inter va nous laver, hein, comme à l'aller, et au match retour à la Roma en Europa League, en cas de double défaite, ce sera la fin de Pioli. Ce sera sa dernière saison à la tête du club. Voilà, ce sera l'autre consolation. Alors, actuellement, c'est Lopetegui qui est revenu dans les premières positions pour prendre la suite. On n'a pas d'informations, il n'y a rien d'officiel pour l'instant, donc on ne peut que attendre et voir au jour le jour. Ok. Top. Comme dit, c'est dommage que vous soyez entré dans le match seulement après les 2 premiers buts encaissés, parce que vous prenez 2 buts très rapidement.
C'est ça, à la 15e minute, il y avait déjà 2 buts, si je dis pas 2 minutes près, c'est ça? 10e minute. Après, voilà. 10 minutes de jeu. Après 10 minutes de jeu, vous êtes mené 2-0. Voilà. Donc, après, vous êtes rentré dans le match, mais... Ouais, mais bon, c'est dommage d'attendre 10 minutes et de prendre 2 buts pour rentrer dedans. C'est ça, quand tu marques, quand tu perds déjà 2-0 à la 10e, c'est compliqué de faire des résultats derrière. Alors, heureusement... C'est un petit peu le problème qu'a la Juventus aussi, depuis plus d'une saison maintenant. Ouais, mais alors, heureusement, je dis bien heureusement, c'est un terme plutôt... Voilà. Mais heureusement, Milan a réussi à recoller au score, on est reparti avec 1 point, parce que c'est le genre de match... On a déjà perdu des matchs tellement bêtement, des matchs comme la Juventus, je crois que c'était à l'aller d'ailleurs, où la Milan a gagné 2-0, quelque chose comme ça, et tu fais des changements un peu bizarres, un peu lunaires à la mi-temps, ce qui fait que, résultat, la Juve remonte de 2 buts, et finalement, match nul. Bah voilà, c'est 2 points que tu perds bêtement. 2 points que tu perds encore une fois bêtement aujourd'hui, plus encore un match. Il y a eu beaucoup de points perdus bêtement, mais depuis que Pioli est là, et je respecte malgré tout, je vais essayer de garder un minimum de remettre un peu d'eau dans mon vin, mais malgré tout ce qu'il a apporté, il y a eu... Milan, normalement, est capable de faire tellement mieux, surtout cette année. En plus, il n'a pas l'excuse de l'effectif manquant, il n'a pas l'excuse des blessures, parce que des blessures, il n'y en a pas, ou alors vraiment 1 ou 2 joueurs, et je les ai pas en tête. Mais t'as pas l'excuse, tu peux pas dire on a perdu on a fait match nul à Côte d'Ossi parce que ça. Non, tu appelles des excuses. C'est juste toi qui as eu un coaching pas payant tout simplement, parce que t'as pas eu les idées suffisantes pour battre un Sassuolo avant-dernier du championnat. Vous êtes là? Oui, je suis là. Et autrement, que s'est-il passé dans les autres journées de championnat? Alors, dans les autres rencontres de cette journée, pardon. Alors, avant de parler des autres journées, moi je me suis posé la question par rapport à Pioli, est-ce qu'il n'a pas voulu à la base reposer ses joueurs par rapport à l'Europa League? Bien sûr qu'il a perdu un turnover pour l'Europa League, et je ne dis pas le contraire, hein, c'est une très bonne chose. C'est pour ça que Pulisic, par exemple, n'était pas titulaire, mais j'espère... c'est pour ça qu'il espérait, hein, c'est pour ça que Giroud au départ était sur le banc, parce qu'il a espéré le faire reposer comme d'autres joueurs. Là-dessus, j'ai rien contre, mais même avec cette équipe-là, même avec des joueurs qui sont techniquement remplaçants, hein, tu dois jamais être mené de 0. De quoi? Tu dois jamais être mené de 0, surtout face à Sassuolo. Bah, c'est ça, je veux voir l'effectif en 2 secondes. Voilà, normalement, Jovic, normalement, c'est pas un joueur qui joue titulaire. C'est un très bon super sub, hein, Jovic, je l'adore en tant que super sub. Mais voilà, Leao, c'est du titulaire. Loftus, c'est du titulaire. Chukwueze, bon, lui, d'accord, c'est plus un remplaçant. Mais Musa, lui aussi, c'est plus un joueur de remplacement. Agli, qui prend un petit peu plus de temps de jeu, un peu plus de la confiance du coach. Donc lui, on va dire qu'il est titulaire. Théo, c'est remplaçant, oui, bien sûr. C'est titulaire. Thio, c'est plutôt en rotation. Pierre devrait être en rotation aussi. Florenzi, lui aussi, c'est pareil, c'est pour le banc. Normalement, ça aurait dû être Calabria. Et encore, pourquoi t'as pas lancé Terracciano? Pourquoi t'as pas mis Théo au repos? T'as pas mis Terracciano sur le terrain? Ça aurait pas pu être pire, mais t'aurais dû gagner quand même avec les joueurs qu'il y avait sur le terrain. Il y avait de quoi faire. C'était pas non plus que des remplaçants. Après, l'excuse du turnover, ça marche pas forcément par tout le monde, parce que quand on regarde ce qu'a fait Leverkusen contre le Werder, on parlerait tout à l'heure pour la Bundesliga, on était loin d'avoir aussi tous les titulaires, et pourtant ils ont massacré plus que fait le taf. Ils ont exactement. Et effectivement, tu as très bien cité le bon exemple, c'est que Leverkusen a fait un gros turnover. Ils se sont retrouvés aussi sur une équipe de Werder Bremen
on va en parler plus tard, hein, de toute façon, en Bundesliga, mais ils sont trouvés dans Werder Bremen, qui est aussi une équipe pas forcément haut de tableau. Et pourtant, le turnover a fonctionné. Quand tu as un coach qui a des idées et qui est sûr de lui et qui sait réagir, voilà, c'est ce qui manque à Milan. Et peut-être un petit peu d'énergie, de caractère peut-être aussi dans cette équipe. Aussi. Bien sûr. L'équipe est capable d'avoir du caractère, ils l'ont déjà montré. Hein. Ça, je dis pas le contraire. Le match de la semaine dernière était très bien. Mais t'as l'impression que Pioli choisit ses matchs. C'est probable. Et est-ce que Pioli choisit ses matchs? Est-ce que les joueurs choisissent ses matchs? Est-ce que les deux choisissent leurs matchs? Peut-être un mélange des deux, peut-être. C'est déjà arrivé que certains joueurs, t'as l'impression que Léao, parfois, t'as l'impression qu'il marche sur le terrain, qu'il n'a pas envie de jouer, etc. C'est déjà arrivé, je dis pas le contraire. Aujourd'hui, ça va, il a pas eu énormément de réussite, hein, il a marqué un but, ça je dis pas le contraire. Mais il n'a pas réussi tout ce qu'il a fait non plus, je dis pas le contraire, mais il a essayé. Il a essayé, donc lui, tu peux pas dire que c'était pas son jour. Mais il y a des joueurs peut-être qu'ils ont raté, hein. Comme je disais, Jovic, lui, il n'aurait pas dû être titulaire. Même si, bon, c'est plutôt Giroud titulaire, mais bon, ça c'est encore un autre débat, c'est un autre sujet. On en reparlera plutôt lors du prochain mercato. Hein. Mais voilà, tu aurais même pu faire rentrer le petit Camarda à la limite. Ça lui aurait fait plaisir, c'est une équipe normalement largement abordable. Il tape ça tous les week-ends en Primavera, mais il y avait quand même des joueurs qui avaient des envies. Je trouvais que Chukwueze avait été très bon. La preuve, il a eu 2 ou 3 buts refusés sur hors-jeu et j'ai trouvé ça dommage. Ah bah, de toute façon, les buts hors-jeu, à la Juve, on connaît bien ça. C'est ça, mais c'est ça. C'est la Serie A. Hein. C'est ça. C'est tellement ça. Enfin, concernant les autres matchs, en entrée, nous avons eu un Lazio Salernitana. Bon, Salernitana est dernier du classement, hein, donc bon, c'est pas spécialement compliqué de pouvoir les battre. La Lazio qui souffle le chaud et le froid, comme on le répète assez semaine après semaine, bah, cette fois-ci, ils ont globalement fait le taf. Une victoire 4-1. 2 buts du néo, entre parenthèses, futur joueur de la Juve, Felipe Anderson. Un but de l'ancien Interiste. Non, enfin, c'est pas fini. Oui, c'est pour ça que j'ai dit entre parenthèses, puisqu'encore pour l'instant ce n'est pas acté, même si les sources semblent prédestiner le Brésilien à la Juve. Et un but de Mathias Vecino, également ancien Interiste. Bon, la Lazio avait plié le match dès la première mi-temps, hein. Il y avait déjà 3 buts en première mi-temps. Isaacsen a également donc clôturé le match, clôturé la marque sur une passe décisive de Nicolo Rovella, le petit espoir de la Lazio, joueur prêté par la Juve d'ailleurs. Est-ce que Rovella faisait partie des joueurs cités par rapport au Paris? C'est Fagioli, non, pardon, c'est Fagioli si je ne me trompe pas. Non, c'était Fagioli. Ah, voilà, c'est ça. Je savais qu'il y avait un espoir de la Juve, mais je ne sais plus si c'était Rovella ou truc. Ok. Voilà, donc ça fait plaisir puisqu'il revenait quand même d'une blessure. Il était blessé depuis le mois de février. Bon, il revient, il fait une passe décisive. C'est cool, c'est bien pour lui. Il continue ainsi. Petite tranquille victoire de la Lazio, donc 4-1. L'une, pour l'instant, des rares équipes étant dans la première décimale du classement à avoir gagné. Pourquoi? Parce que comme tu l'as indiqué Camille, la Juve a fait match nul. Comme tu l'as indiqué Jeff, le Milan a fait match nul. Naples a également fait match nul, 2-2 contre Frosinone. Bologne a fait match nul contre Monza. Et pour le coup, Monza, ils sont 11e, hein, Monza. Ce qui fait que, à part la Lazio, à part l'Inter qui est en train de gagner, l'AS Roma, je ne le compte pas totalement. Pourquoi? Parce que
Le match a été arrêté, le match contre Udine a été arrêté suite à un événement assez important. Le Ndika à la 70e minute qui s'est écroulé tout seul. Et donc, d'abord le match avait été interrompu, puis avec concertation avec l'arbitre et je pense aussi avec les représentants d'Udine, etc., il a été convenu que à l'instant T, le match soit arrêté. Je pense qu'il va sûrement... Enfin, tout dépend bien évidemment de la situation vis-à-vis de Ndika qui est reparti conscient. D'ailleurs, on espère que ça ne soit pas très grave et qu'il puisse déjà sortir le plus rapidement possible de l'hôpital et rejouer aussi. Surtout que je pense que l'AS Roma aura besoin de lui sur les prochaines échéances, notamment en Europe et également en championnat et aussi en sélection parce que Ndika est quand même international ivoirien. Donc voilà, on espère quand même qu'il se rétablira le plus rapidement possible. Mais pour l'instant le match... donc... Il est, selon certaines sources des réseaux sociaux, il serait hors de danger et l'infarctus aurait été exclu des causes, tout simplement. Après, il y aura forcément une batterie de tests pour savoir ce qu'il a eu, précisément ce qui aurait pu provoquer cela. Bon, je préfère pas rentrer spécialement là-dedans. Il a eu cet événement-là. J'espère juste qu'il s'en remette et après savoir s'il a... Voilà. Tout simplement. Plus de peur que de mal. C'est ça, plus de peur que de mal et donc tant mieux. Tant mieux pour lui déjà en tant qu'humain, puisqu'on ne souhaite pas quand même que quel que soit l'humain qui meurt gratuitement, et surtout c'est un bon joueur, ça reste quand même un très bon joueur et ça serait dommage que ça s'arrête là déjà au niveau de sa saison et éventuellement au niveau de sa carrière. Mais l'AS Roma était également en train de faire match nul. L'AC Milan a fait match nul, Naples aussi, Bologne aussi, la Juve aussi. Aujourd'hui, oui. Et aujourd'hui, on n'a pas spécialement été gâtés en termes de victoires. Il y a eu des buts, mais beaucoup de matchs nuls. Il n'y a eu qu'une seule victoire d'ailleurs. À l'instant T, qu'une seule victoire en attendant l'Inter. S'il y a victoire, c'est Lecce contre Empoli. Sinon... Lecce contre Empoli, donc c'est assez compliqué, contrasté dans cette journée de Serie A. Et donc au classement, cela donne l'Inter premier avec pour l'instant 85 points, deuxième Milan avec 69 points, troisième la Juve avec 63 points, quatrième Bologne avec 59 points, cinquième l'AS Roma avec pour l'instant un match en moins, puisque le match n'a pas pu se terminer avec 55 points. L'Atalanta 6e qui jouera demain et qui a encore un match en retard contre la Fiorentina dû à l'événement tragique qui avait eu lieu juste avant le match. Donc 6e avec 50 points. La Lazio 7e avec 49 points. Pareil que Naples 8e. Torino 9e avec 45 points. 10e la Fio avec 43 points. Égalité de points avec Monza 11e avec 43 points. Genoa 12e avec 38 points, Lecce 13e avec 32 points, Cagliari 14e avec 30 points pour l'instant, Udine 15e avec 28 points, égalité de points avec Empoli, Frosinone qui est sorti de la zone qui n'est le premier non relégable avec 27 points, et la Sferone à égalité de points avec 27 points, Sassuolo 19e avec 26 points. La course à la relégation sera une course assez haletante, du moins puisqu'il y a plusieurs équipes qui sont quand même mobilisées dans cette fin de saison. Et Salernitana qui a 2 pieds et demi en série B. 2 pieds et demi même. Oui, 2 pieds et demi pour ne pas dire 3. Après la Serie A, on peut basculer directement vers l'Allemagne. Bundesliga 2, Bundesliga. Je pense qu'il y a quand même eu du nouveau du côté de l'Allemagne. Bon, l'information principale, vous nous l'indiquerez dans quelques instants, bien évidemment, mais je pense qu'il y a quand même eu du nouveau. Et... Il y a eu d'autres choses qui étaient à voir, évidemment, du côté de l'Allemagne, mais évidemment, il y a une information majeure, comme tu dis, dont on parlera dans les prochaines minutes. Voilà, et donc...
Alors, pour la Bundesliga 2, on a de nouveau Hambourg qui a floppé. On a déplacé 2 sur la pelouse de Magdebourg, 2 partout. Et Rothhausen qui était à 10 dès la 24e minute avec l'expulsion de Ramos. On a le Greuther Fürth qui s'est imposé 2-1 sur la pelouse de Kaiserslautern. St. Pauli qui s'est de nouveau incliné étonnamment face à Elversberg. Donc St. Pauli perd la première place car c'est celui qui était tapis dans l'ombre depuis des semaines, le Holstein Kiel, qui s'est imposé très largement sur la pelouse, sur sa pelouse face à Osnabrück. Un 4-0 non négociable, j'ai envie de dire, vraiment où on voit vraiment que Kiel était vraiment une des équipes constantes de cette saison. Le Hertha Berlin s'est aussi imposé à domicile 4-0 face à Hansa Rostock. Düsseldorf est allé s'imposer sur la pelouse de Wiesbaden 2-0. À savoir que Wiesbaden était réduit à 10 dès la 35e minute avec l'expulsion de Lee Jung-joo. Paderborn et Karlsruhe ont fait match nul 1 partout sur la pelouse de Paderborn. Et Schalke s'est imposé 2-0 face à Nuremberg. À noter le dernier match de cette journée et Braunschweig Hanovre qui s'est joué en dernier et c'était un 0-0 entre Brunswick et les 96. Donc, au classement, on a le Holstein Kiel qui vient passer devant St. Pauli avec 58 points. On a St. Pauli qui enchaîne 2 défaites de suite. Ils ont encaissé autant de défaites, St. Pauli, sur ces 2 dernières journées que sur les 27 premières. Donc, est-ce qu'ils sont un peu pas en train de faire une Arsenal, St. Pauli, les brins de St. Pauli, les brins de Hambourg. Le 3e, c'est toujours encore pour Düsseldorf, avec 52 points. Hambourg, qui est décidément sur courant alternatif, est 4e avec 49 points. Hanovre est 5e. 6e, c'est le Hertha Berlin, qui a quand même fait une belle remontée. Karlsruhe, c'est 7e. 8e, Greuther Fürth. 9e, Paderborn. 10e, c'est Elversberg, qui est remonté d'une place après son succès. Nuremberg est 11e, Schalke arrive à la 12e position. Quand on sait d'où est-ce que Schalke vient ces dernières semaines, pour ces derniers mois, c'est une très belle place, cette 12e place. Magdebourg est 13e, 14e c'est Wiesbaden. Braunschweig est le premier non relégable avec 31 points. 31 points qu'il partage avec le Hansa Rostock, mais avec une meilleure différence de but. Les barragistes, Kaiserslautern et Osnabrück sont actuellement relégués. Relégués ou relégables? Relégables. Seraient actuellement relégués relégués. Si ça se finissait maintenant. D'accord. Je pensais que c'était déjà acté. Ok, d'accord. Ok. Cool. Cool. Merci. Nkunku. Ah, on aimerait bien le voir sur le terrain, mais c'est assez compliqué cette saison. Depuis qu'il est parti. Oui. Donc bon. Pourtant, il ne manque pas tellement que ça à Leipzig. Évidemment qu'un joueur de sa qualité serait un énorme plus pour le RBL. Mais je pense qu'il s'en sort pas très mal quand même dans cette saison avec un petit Loris Opana qui fait une superbe saison. C'est vrai. L'ex-buteur lensois qui a d'ailleurs marqué ce week-end. C'est lui qui marque le 3e but de la victoire à domicile
de Leipzig 3-0 face à Wolfsburg. Les autres buts étant marqués par Daniel Olmo en début de rencontre et Benjamin Sesko. Openda scorant le troisième but à la 82e. On avait la victoire de Fribourg sur un but de Dohan sur la pelouse de Darmstadt. Darmstadt qui est toujours aussi catastrophique. Il y avait le Borussico entre le Borussia Mönchengladbach et le Borussia Dortmund. Sachant que Dortmund a joué quasiment toute la seconde période à 10 après l'expulsion d'Adeyemi à la 55e. Gladbach avait ouvert le score à la 36e par Maximilian Wöber, avec égalisé par Maximilian Wöber, alors que Sabitzer s'était offert un doublé. On a évidemment Stuttgart qui déroule 3-0 face à Francfort. Les deux hommes forts de Stuttgart ont scoré évidemment. Guirassy à la 11e, Undav à la 17e. Le troisième but sera l'œuvre de Jamie Leveling à la 37e. Je laisserai le soin à Alexis de parler du match de Mayence. Augsbourg 2-0 sur sa pelouse face à l'Union Berlin. Le match nul un partout entre Bochum et Heidenheim. Match dont les buts se sont tous les deux passés en fin de rencontre, avec Schlotterbeck à la 81e contre son camp et Schlotterberg pour son camp 9 minutes plus tard à la 90e. Donc double buteur, Schlotterbeck, le frère de Nico. Il a marqué 2 fois, mais pas 2 fois dans le même but. Évidemment, le Bayern s'est imposé aussi 2-0 face à Cologne, avec des buts de Rafael Guerreiro et dans les derniers instants de Thomas Müller. L'info principale, je dirais, de ce match, c'est la blessure de Kingsley Coman, blessure musculaire qui a déjà sa saison finie, et on ne sait pas encore s'il sera disponible pour l'Euro. Kingsley Coman. Alexis, je te passe la parole pour Mayence avant de souligner la dernière rencontre. Et j'ai des choses à dire, pas mal de choses à dire pour le coup. Effectivement, Mayence, du coup, qui recevait Hoffenheim pour un deuxième match d'affilée à la maison. On connaît un peu dans le foot, c'est toujours compliqué de s'imposer 2 fois de suite chez soi, et pourtant, c'est ce qui s'est passé hier. Deuxième victoire d'affilée, et une nouvelle fois avec 4 buts marqués. Donc voilà, pour expliquer un peu vite fait la première période. Alors déjà, on avait le même 11 qui avait battu Darmstadt la semaine passée. Le match qui part assez rapidement avec un but de Barreiro, mais qui a refusé pour un hors-jeu logique. Et puis une petite punition à la 10e minute, le but d'Offenheim dès leur première occasion, enfin leur seule occasion, leur seul tir cadré pour le coup du match, avec cette ouverture du score. Et ça c'est pas à la 10e, c'était à la 20e, mais leur seul tir cadré. Donc voilà, l'arbitre qui siffle la mi-temps sur ce score de 1-0, et puis une deuxième mi-temps de rêve, comme je l'ai écrit hier après-midi. Dès le retour des vestiaires, Jonathan Bogart qui égalise dès le retour, donc à la 47e, et puis Mouéné 4 minutes après qui permet à Mayence de mener 2-1. Et puis un peu après l'heure de jeu, c'est Gouda qui permet donc à Mayence de mener 3-1. Et à la fin, quasiment à la fin du match, Onisiwo qui marque le 4e but. Donc voilà, une victoire 4-1 et une victoire surtout avec notamment le but de Mouéné assez chanceux parce que c'est un but contré.
Il y a 3 mois, ce match, je pense qu'on l'aurait perdu, et cette chance qui est revenue. Donc voilà, c'est toujours ça de prix. Mayence qui revient à un point de Borum, donc comme disait Camille, qui a été tenu en échec un partout par Heidenheim, voilà. Mayence qui était même sorti de la zone de relégation au moment du but encaissé de Borum, mais qui est retourné 10 minutes après à cause de l'égalisation. Donc voilà pour le résumé du match. Mayence qui revient à un point donc de Borum, qui est à 2 de Wolfsburg et 3 de l'Union Berlin, et surtout qui a 4 points d'avance sur Cologne. Ouais, sur Cologne. Et comme j'en parlais il y a 2-3 semaines, c'était un objectif, un de mes objectifs perso, c'était d'arriver avec au moins un point d'avance sur Cologne à la suite de ce match. Et c'est exactement ce qui va se passer au minimum, hein, parce que là, il y en a 4, mais c'est possible que le match de Cologne, dans 2 semaines, on se retrouve avec un point d'avance sur eux. Donc, c'est toujours ça de gagner. Et puis, moi, je voulais saluer aussi l'arrivée le coach Bo Henriksen, qui a entrepris des travaux, mais inimaginables depuis qu'il est arrivé mi-février. Il y a eu la victoire face à Augsbourg. En tout, il y a eu 4 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Alors, les 2 défaites, c'est compréhensible, c'est le Leverkusen et le Bayern. Mais 4 victoires, alors qu'on en avait 2 avant son arrivée. Et pour faire un petit parallèle, donc à la journée 21, quand il est arrivé, Mayence avait 4 points de retard sur Cologne, 9 sur Berlin et 10 sur Bochum et Gladbach. Et aujourd'hui, après cette journée, Cologne a 4 points d'avance sur Mayence a 4 points d'avance sur Cologne. On a 1 de retard sur Bochum, 2 sur Wolfsburg et 3 sur Berlin. Donc ça me rappelle aussi un petit peu l'arrivée de Bo Svensson. C'était pas pareil parce qu'il était arrivé en milieu de saison. Là, il reste encore une dizaine de matchs quand il est arrivé. Mais c'est un peu pareil. Donc voilà, moi je voulais saluer Bo Henriksen, tous les travaux qu'il a entrepris au club. Il y a beaucoup de positifs qui ressortent. Déjà, quand on le voit, lui, arriver sur le terrain, ça c'est même un truc que j'avais dit dès son premier ou deuxième match, je ne sais plus trop, mais que tu le vois sur le banc de touche à applaudir les récupérations de balles, les actions de Mayence, etc. Quand tu le vois applaudir tout ça, c'est pas la première fois ça aussi que j'avais remarqué, mais quand on le voit arriver sur le terrain juste avant l'échauffement, il va chauffer les supporters pour pousser, et même ça j'avais trouvé que depuis 2 matchs que l'ambiance était quand même un cran au-dessus des autres rencontres. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Comme j'ai lu, l'espoir est permis du maintien. Et comme je l'ai toujours dit, je pense que Mayence finira 15e. Et encore, on n'est même pas à l'abri qu'il finisse un tout petit peu plus haut. Mais je pense que Mayence finira 15e et se sauvera, et ce sera aussi beau qu'un titre de Leverkusen. Personnellement, oui, personnellement, voyant aussi, lorsqu'on avait parlé de nos pronostics concernant la fin de saison, moi aussi je pensais également que Mayence allait se maintenir. Je ne sais plus si j'avais dit à minima être barragiste, mais par le barrage. Par les barrages, je pense même s'ils prennent, je pense le match contre Cologne peut, je pense, décider du fait s'ils finiront
barragiste ou complètement, je pense, sauvé. Parce qu'au final, bon, déjà le match prochain, Bochum contre Wolfsburg, malheur au perdant, pardon, malheur au perdant. Il y a également un autre match contre l'Union Berlin, où l'Union Berlin aussi n'est pas totalement sauvé, puisque qu'à 3 points de Mayence, au final. Donc il y a quand même les deux des trois prochains matchs de Bochum. Ça ne sera pas des matchs ça ne sera pas des matchs faciles. Après, c'est vrai que Mayence joue contre Fribourg et après à l'une de ses finales, concrètement contre Cologne, où s'il gagne contre Cologne, concrètement, on pourra légitimement affirmer qu'à minima, Mayence finira 16e et donc barragiste. Après, à voir ce que ce sera, si ce sera un peu plus ou un peu moins. Mais ouais, il y a clairement moyen pour qu'ils finissent hors de la zone de relégation, voire peut-être même essayer de gratter une 13e place si la conjoncture est favorable. En tout cas, l'Union Berlin déjà joue contre le Bayern le prochain match. Je pense qu'ils vont le perdre parce que je pense que le Bayern va... Pour ça, je le confirme, je l'indiquerai encore demain, mais je pense que le Bayern va se qualifier en Ligue des Champions. Et ça va avoir un effet ricochet qui va faire qu'au moins, le prochain match de championnat, l'Union Berlin va subir la furie du Bayern. Mais, il y a quand même, et il y a en plus, il y a un Union Berlin aussi, Bochum, le 5 mai. Donc, il y a quand même moyen pour que Mayence arrive à se faufiler parce qu'il y a des matchs directs, entre les équipes proches de la zone de relégation. Reste à voir ce que ça va donner, mais moi je maintiens et je serais même plutôt optimiste sur le fait qu'ils arrivent à rester en Bundesliga sans passer par les barrages. On prend. Moi personnellement je prends. Mais ouais, c'est depuis son arrivée en fait que l'espoir est permis. Donc son arrivée est une très bonne chose. Je connaissais pas personnellement ce coach qui venait de Suisse. À croire qu'il faut s'appeler Beau pour réussir à Mayence, mais je pense qu'il a amené quelque chose de positif. S'il reste l'année prochaine, que ce soit en deuxième division, ça sera aussi positif. Donc voilà, moi je commence vraiment à être admiratif de ce coach. Et pourtant les coachs c'est pas vraiment ma tasse de thé, donc faut vraiment qu'ils réussissent bien pour que je sois satisfait. Et là c'est exactement ce qui est en train de se passer. En tout cas, ce qui est fait, c'est beau. J'attendais qu'ils finissent pour la placer. J'allais dire, c'est beau ce qui se passe à Mayence en ce moment. Ouais. Ouais, je vais attendre que je termine quand même. Mais ouais, effectivement, c'est beau et ça pourrait même être très beau ce qui se passe. Ce qui se passera. Et mais bon, c'est aussi ce qui s'est passé en fin d'après-midi. Je pense que c'est un petit peu la nouvelle un petit peu de cette journée de Bundesliga, même de cette saison de Bundesliga, avec le Bayer Leverkusen qui n'est plus Leverkusen, qui n'est plus Witzkusen, qui est devenu Meisterkusen en s'imposant 5-0 à domicile face au Werder Bremen. Avec un penalty de Boniface, une belle frappe de Granit Xhaka et surtout un triplé du Wunderkind Florian Wirtz. Leverkusen est pour la première fois de son histoire en plus de 120 ans enfin vainqueur du Meisterschale de la Bundesliga. C'est d'ailleurs le premier champion qui remporte son premier titre depuis la saison 2008-2009 et Wolfsburg, qu'il avait déjà occupé au Bayern à l'époque. Alors, est-ce que Xabi Alonso restera? Est-ce que toutes les pépites resteront? Je ne sais pas.
On parlait de Il turnover y tout à a l'heure. Alonso qui restait. Au moins une saison. Ouais. On parlait de turnover tout à l'heure. Leverkusen a commencé sans Wirtz, sans Grimaldo, sans Frimpong, sans Palacios, qui sont tous des joueurs clés de cette saison. Et pourtant, ils se sont imposés 5-0. Donc quand on parle de turnover, ça dépend des coachs, ça dépend des joueurs. Mais quand le turnover est bien fait, eh bien ça marche. On en a eu la preuve là. Les titulaires sont rentrés en fin de match. Les images étaient magnifiques. Bravo, Leverkusen. Herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft. Et même on regardait, pour les gens qui ont regardé sur Bein, on voyait vraiment le duo de commentateurs Patrick Diou et Jean-Charles Sabatier qui s'amusaient comme des gamins à mettre des chapeaux à voir. Et vraiment cette communion. C'était vraiment très beau à voir aussi. D'ailleurs, voilà, c'était très beau. Sur le deuxième but d'ailleurs de Wirtz, la pelouse a été envahie une première fois. Wirtz et les joueurs ont renvoyé les spectateurs dans les tribunes avant que ça soit envahi pour le triplé. Et l'arbitre a sifflé à 89 minutes 30. Bon, à 5-0, à 30 secondes de la fin. Un petit peu de pédagogie ne fait de mal à personne. Oui, on en parlait, on disait d'ailleurs avec Alexis, moi je préconisais qu'à ce moment-là, qu'il n'y ait pas de temps additionnel, parce que bon, voilà quoi, enfin, quel est l'intérêt? Mais après, Alexis a aussi soumis, mais imagine-toi que le Werder Bremen derrière marque, ça peut jouer pour la différence de but, ce qui est factuellement vrai, mais bon, par respect entre parenthèses, quand il y a un tel écart, c'est dur d'accorder du temps additionnel, quoi, pour ne pas faire prolonger le supplice, entre parenthèses. Et donc, par rapport au fait de ne pas prolonger le supplice, il y a aussi le fait que je pense que l'arbitre, voyant déjà que les supporters étaient plus qu'excités, il s'est dit c'est bon quoi, allez je m'en vais, qu'ils aillent faire la fête et puis basta quoi. Je pense qu'il y a aussi ça qui a joué, vu qu'ils étaient déjà très super excités, ça se comprend hein, bien évidemment, mais ils étaient déjà super excités, que la sécurité commençait déjà à être débordée. Je pense que l'arrêter le plus rapidement possible, dès que possible, c'était aussi un moyen de leur permettre de fêter comme il le se doit ce premier titre. Mais évidemment, quand on voit déjà que c'est Wirtz et les joueurs de Leverkusen qui ont renvoyé les supporters dans les tribunes sur le 4-0, bon, quand tu vois qu'il met le triplé à la 90e minute, qu'on est à 89 minutes 30, bon, tu te dis, voilà, c'est bien, arrête, tu vois que tout le monde réenvahit le stade, il manque 30 secondes, c'est pas les 30 secondes là qui manqueront à la Bundesliga. Bien sûr. Autant sur le premier envahissement, on était à 82e, 83e minute. Là, il y a encore 7 minutes, quoi. Mais là, il restait 30 secondes. Donc, laisse. Il y a certains spécialistes qui ont dit vraiment un truc sensé. Les mecs qui ont marqué aujourd'hui, c'est vraiment des mecs marquants de cette saison de Leverkusen. C'était Victor Boniface, qui a été absolument injouable sur la phase allée. C'est Granit Xhaka, qui a apporté tellement de stabilité au milieu de terrain. Mm-hmm. Et que dire du triplé de Wirtz, qui est vraiment pour moi un des 3 joueurs à surveiller, un des 3 jeunes joueurs à surveiller la saison prochaine. S'il reste à Leverkusen. S'il reste là-bas. Pour l'instant, il reste à Leverkusen. Après, il n'a pas précisé d'envie de départ. Et après, donc bon. Même si, imaginons qu'il demande un départ. Franchement, je suis Wirtz.
je pars pas parce que je doute. Quel que soit en fait, j'ai du mal en fait à trouver une équipe aujourd'hui qui lui permettrait d'avoir la liberté créative qu'il a et lui permettre de pouvoir exprimer à 100% son jeu. Autant l'équipe la plus proche qui lui permettrait éventuellement, ce serait Guardiola, mais Guardiola le façonnerait différemment. Il transformerait son jeu. Et en plus, il n'aurait pas une place de titulaire indiscutable. Après, ça et je sais. Après, ce serait fascinant de voir comment il cohabiterait avec un Bernardo Silva, un Foden, un Kevin De Bruyne. La relation technique sur le papier, elle pourrait être exceptionnelle. Mais est-ce qu'il ne risque pas de perdre en influence et de perdre son jus, je vais appeler ça, à voir. Mais par exemple, je veux pas le voir chez, que ce soit Chelsea, même Arsenal c'est bouché. Chelsea, faut pas encore qu'il aille là-bas parce que c'est assez compliqué. Liverpool, ils n'ont pour l'instant pas un système de jeu dans lequel il y a un meneur de jeu dominant, et je trouve que McAllister, dans ce rôle un peu hybride, il fait déjà très bien le taf, même si je trouve Wirtz plus fort, mais c'est pas du tout le même poste aussi. Mais Wirtz, le truc c'est que où est-ce qu'il jouerait concrètement si Liverpool l'année prochaine joue en 4-3-3. Aucun intérêt, je pense, d'aller au Bayern à l'instant T aussi. Au Real, il ferait doublon avec Musiala. Ouais, doublon avec Musiala complètement. Au Barça, inutile. Je vois pas le step-up s'il va au Barça. Où il jouerait d'ailleurs au Barça. Au Real, c'est également bouché. En Italie. Techniquement, il y a en sujet d'Italie d'ailleurs, il y a Milan qui le piste, mais bon, il est pisté parmi une dizaine d'autres joueurs. Hein. Il n'y a pas de source sérieuse pour l'instant. Après, Wirtz, c'est plus de 100 millions. Hein. Donc, 110 millions. Même, je pense plus avec le fait qu'il va être nommé sûrement meilleur joueur du championnat, etc. Donc, Actuellement, il est à 110 millions. Ouais, valorisé à Transfermarkt, ouais, sur 110 millions. Mais bon, hein, je pense pas qu'il irait en Italie, hein, à moins qu'il y ait un rachat de la part d'un d'un fonds d'investissement qui est prêt à mettre clairement de faire une équipe de surhommes au Milan, à l'Inter ou quoi que ce soit, mais sinon je pense pas que l'un des clubs en Italie peut poser aujourd'hui plus de 100 millions pour truc. Bon, Naples peut, mais bon, pour Wirtz. À moins de faire une grosse vente, c'est pas possible. À moins que Milan vende Leao, c'est le seul moyen, quoi. Enfin, Leao ou peut-être Maignan à la limite. Ouais, à la limite. Mais réinvestir tout ça dans un seul joueur, c'est gros quand même, hein. Je vois pas Milan le faire. Tu vois, c'est ça, c'est pour ça. Donc, pas ce Milan-là, en tout cas. Donc, voilà, il y a vraiment peu de chances qu'il aille en Italie. Donc, moi, franchement, Wirtz, même si il aura des propositions, hein, c'est sûr et certain. Je ne verrai pas l'intérêt aujourd'hui pour lui de partir. Je vois pas qu'est-ce qu'il y gagnerait à partir, concrètement. Je vois pas ce qu'il y gagnerait. Après, par contre, il y a d'autres joueurs qui, eux, sont susceptibles de partir, et eux, par contre, pourraient avoir plusieurs portes de sortie. Je pense éventuellement à Frimpong, Grimaldo, qui, eux, sont des profils, pour le coup, qui peuvent intéresser du monde et faire que... Oui. Voilà. Après, il n'y a pas que, attention, hein, il y a aussi au niveau de la défense centrale, que ce soit Kosunu, Tapsoba, c'est ça, Hincapié. Je compte pas Boniface, même si sur le coup, lui pourrait être également parmi les cités, parce qu'il a quand même eu une longue blessure qui l'a fait rater une bonne partie de la seconde partie de saison, on va dire, plus de la moitié de la seconde partie de saison. Donc je pense que lui voudra pas partir, voudra au moins avoir une saison pleine, même si on va dire sa demi-saison, la première partie de saison, c'est vrai qu'il est exceptionnel et qui, franchement, il faisait partie des meilleurs attaquants du championnat. Je pense que le fait d'avoir été
le fait d'avoir été longtemps blessé, je pense que ça va faire en sorte qu'il va vouloir aussi performer l'année prochaine, donc c'est pour ça que je ne le cite pas. D'ailleurs, Cagliari vient d'égaliser, là tout de suite. Oui, faudra voir ce que ça donne au niveau donc de l'intersaison, même si un Grimaldo, s'il part, c'est une maxi plus-value puisqu'il est venu gratuit. Mais le problème qu'il y a, c'est que faut déjà le déloger parce que Grimaldo a un contrat jusqu'en 2027, Ouais. Frimpong a un contrat jusqu'en 2028, donc il va falloir les déloger, quoi. Et vu les saisons qu'ils ont faites, vas-y pour les sortir. Bah oui. Grimaldo, on est sur une saison à 9 buts et 13 passes décisives. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Et son collègue de l'autre côté, il est moins bon parce qu'il n'est que à 8 buts et 8 passes décisives. Oui, et ça c'est qu'en championnat, parce que les deux, toutes compétitions confondues, je pense que ça aussi autour des 25 buts, passes décisives pour les deux, 25-24 ou... Je pense 26-24, donc ce qui est quand même exceptionnel en soi pour des joueurs de couloir. Et donc, de défenseurs à la base. Défenseurs, oui, c'est ça, défenseurs à la base, reconvertis piston, donc en soi, c'est sûr qu'ils vont... coûter un maximum d'argent et qu'il va falloir un sacré paquet de fric pour pouvoir les déloger. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. Maintenant que le championnat s'est fait, pour les Leverkusen, la suite maintenant, avec le plus beau qui est à venir, maintenant ils vont pouvoir voir si la qualification en demi-finale de Ligue Europa peut se faire cette semaine. Ouais. Pour l'instant, c'est plutôt bien parti. En effet. Je laisse nos auditeurs auditrices se référer à mon vlog YouTube sur le match de jeudi. Ouais. Avec une victoire 2-0 en fin de match, mais une victoire 2-0 face à West Ham. Bon, maintenant, il faudra encore se déplacer à Londres pour jouer face aux Hammers, mais c'est plutôt bien parti. Oui. Et on a encore une finale de Coupe d'Allemagne à aller chercher du côté du Verxel. C'est ça exactement. Donc, en sachant que ils vont jouer Kaiserslautern en finale, j'ai envie de dire, ça risque d'être très facile. En tout cas, ça ne sera pas joué directement, mais ils sont archi favoris. Ils sont quand même archi favoris. Ça c'est sûr, on peut difficilement nier le fait qu'ils soient favoris, en effet. Et dans les autres matchs, eh bien, les autres matchs, on en a déjà parlé juste avant. Donc on peut encore donner tout simplement un classement. Oui. Donc, le nouveau champion d'Allemagne, à la fin de cette 29e journée, c'est le Bayer Leverkusen, avec 79 points, toujours invaincu. Seule équipe encore invaincue dans le Big Five. Le Bayern est deuxième à 63 points, 16 points derrière Leverkusen. Ils sont à égalité de points avec Stuttgart, troisième. Le quatrième, c'est Leipzig, avec 56 points. 56 points qu'ont aussi les Schwarzgelb de Dortmund, qui sont actuellement cinquième. Le sixième, c'est Francfort, qui ne s'est pas imposé sur ces 4 derniers matchs, qui descendent à la 6e place. Augsbourg est 7e et pourrait encore chipper la place de 6e à l'Eintracht si il continuait à gagner et si Francfort continuait ses faux pas. Fribourg pourrait aussi passer devant, car les deux équipes sont toutes les deux à 39 points.
Hoffenheim est 9e avec 36 points. Heidenheim est 10e. On a deux équipes à 31 points. C'est Gladbach et le Werder. 11e et 12e. Le 13e, c'est l'Union Berlin avec 29 points. Wolfsburg est 14e avec 28 points. Bochum, 15e avec 27. Mayence, avec ses 4 matchs sans s'incliner, revient à 1 point de Bochum et est actuellement barragiste. Cologne est désormais à 4 longueurs des Nulfenva et Darmstadt est bon dernier avec seulement 14 points. Voilà pour les informations en Bundesliga. Merci de ces informations concernant la Bundesliga. On espère que les Leverkusen aillent le plus loin possible. Il y a déjà plusieurs belles histoires cette saison, quels que soient les gros championnats. Mais la plus belle, bien évidemment, c'est les Leverkusen. En espérant que pour eux, le rêve se prolonge. Et éventuellement, en gagnant les 2 autres trophées possibles, 22 ans, on va dire, après que leurs glorieux aînés, eux, justement, aient perdu ces 3 finales-là. Enfin, ces trois chances de pouvoir gagner un titre. Ça serait un beau clin d'œil face à l'histoire. Et peut-être que... Face au Leverkusen qui avait toutes les chances de son côté en 2002 et qui a tout simplement loupé toutes les chances. C'est ça, exactement. Il n'y a plus de Unterhaching, il n'y a plus de volley de Zidane, il n'y a plus de loupé en Coupe d'Allemagne. Là, il faut faire honneur et venger, entre guillemets, les aînés, les glorieux aînés. C'est fait pour l'instant en Bundesliga. Félicitations à eux. J'ai du mal un petit peu quand même à y croire, à en revenir, quoi, parce que Leverkusen qui devient Meisterkusen, qui aurait dit ça l'année dernière, alors qu'ils étaient vraiment dans le dur. Je me souviens, quand Xavi Alonso est arrivé, c'était 4 jours après son arrivée, son premier match. Le premier match, c'était contre Schalke, où il s'était imposé 4-0. Et j'étais au stade à Leverkusen pour voir son premier match de Ligue des Champions contre Porto. Il s'était pris une roust contre Porto, d'ailleurs. Et je m'étais dit, mais dans quelle galère Xabi Alonso est venu se fourrer. Et après, il avait eu encore du mal contre les grosses équipes la saison dernière. Et je me disais, ça risque quand même d'être compliqué, là. Parce que je le voyais, il n'arrivait pas contre les grosses équipes. Il était là, mais Xabi Alonso, qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'es allé là-bas? Et finalement, il a réussi à déjouer tout. Il a réussi à tout déjouer, que ce soit les espoirs, que ce soit les attentes, que ce soit les pronostics. Utilisez le terme que vous voulez, parce que je suis sans mots quand même là, par rapport à ce qu'il a fait. Quand je regarde l'année dernière, il n'avait pas réussi à s'imposer sur sa première saison. Il n'arrivait pas à s'imposer contre Francfort. Il se prend un 5-1 contre Francfort. Il choque contre Wolfsburg. Il perd contre Leipzig. Il perd contre Dortmund. Il arrive même à perdre contre Mayence ou contre Augsburg lors de sa première saison. Je te dis, ça arrive d'être compliqué. Et d'un seul, à partir de mars 2023, ça a gagné. Ça s'est encore incliné quelquefois, notamment contre Cologne en mai, contre l'AS Roma en Coupe d'Europe, et lors de la dernière journée du championnat face à Bochum.
Mais depuis cette dernière journée de championnat face à Bochum, eh ben, c'est invaincu. Invaincu. En match officiel, que ce soit en coupe, que ce soit en Coupe d'Europe, que ce soit en championnat. On est à une quarantaine de matchs maintenant, toutes compétitions confondues. Je crois que c'est 42. Oui, ben voilà, je disais plus de 40 matchs. Je savais plus si c'était 42 ou 43. Je voulais pas raconter de bêtises. Plus de bêtises que d'habitude. Mais voilà, c'est grand respect à ce qu'il a fait, à cette équipe. Évidemment, il surperforme. La question ne se pose pas. La question ne se pose pas. Parce que comment on peut arriver de cette équipe qui galérait l'année dernière à une équipe qui survole tout, qui survole l'Europe cette saison? Oui. Franchement, je ne comprends pas, je ne sais pas, quoi. Mais c'est extraordinaire. C'est juste extraordinaire et bravo à cette équipe et qu'elle continue à jouer comme ça parce que ça fait rêver. Oui, l'Inter d'ailleurs vient de repasser devant suite à une main stupide de Yerimina. Yerimina, donc Hakan Çalhanoğlu, tireur de pénalty attitré à l'Inter, a permis à l'Inter de reprendre l'avantage. Hakan, qui a mis ses 15 derniers pénaltys, spécialiste, tout simplement. Donc, voilà. Mais pour en revenir, c'est donc à l'Allemagne. Bon, je pense que tout a été dit du côté de l'Allemagne. On verra d'ailleurs si qu'est-ce que cela donnera contre West Ham, du moins. Mais on va parler de l'Angleterre, puisque je pense quand même qu'il y a des choses à dire sur cette journée de Première Ligue où il y a eu des rebondissements. Il y a quand même eu plusieurs rebondissements qui ont une incidence non négligeable sur le classement final, sur cette 33e journée donc de Première Ligue. Alors, 33e journée de Première Ligue qui a commencé sur les chapeaux de roue avec un Newcastle-Tottenham. Un Tottenham qui a sombré. Vraiment, c'est le terme, je pense, le plus adéquat par rapport pour décrire du moins ce que Tottenham a fait, qui a complètement sombré contre Newcastle. Un Tottenham amorphe, vide de solutions, qui a été dépassé dans tous les compartiments du jeu, qui a perdu d'ailleurs Pedro Porro un peu tôt dans ce match-là, et je pense que ça a aussi eu une incidence, parce qu'en réalité, le fait de le perdre, forcément, joue sur et on connaît sa capacité à pouvoir déborder, sa capacité à pouvoir bien centrer, prendre le côté, et ça a été assez compliqué du côté de Tottenham, bien que, même au-delà de ça, le système de jeu de Tottenham sur ce match-là était quand même assez bizarre au niveau du positionnement des joueurs, où Newcastle, pour le coup, a extrêmement bien joué le coup, où ils étaient vraiment très agressifs. Il y avait également beaucoup de trous au niveau sur les côtés. Étrangement, pourquoi? Parce que Pedro Porro a cette habitude de pouvoir s'insérer dans l'axe, et derrière, et Udogie un peu aussi pareil. Et derrière, c'était un peu comme si Betancourt et Bissouma devaient compenser les éventuelles montées des deux en se mettant sur les côtés. Sauf que parfois, il peut y avoir des oublis. Et donc ça laisse des trous gigantesques ça laisse des trous gigantesques en contre-attaque, et c'est comme ça qu'en fait Newcastle s'est régalé sur ce match-là, que ce soit Isaac, Gordon, enfin ils se sont régalés sur ce match-là. J'avais parfois un peu l'impression de voir des flashbacks de Barça PSG, où tu voyais le PSG se faire très facilement prendre en contre-attaque sur des schémas de passes assez simples, où il suffit pas de beaucoup de passes
pour qu'il y ait un trou qui se fasse dans l'axe, plutôt côté droit, hein, du côté de Pedro Porro, du coup, et d'après d'Emerson Royal, et pour qu'il y ait derrière des incursions qui se font et que ça amène des buts. C'était assez bizarre de voir un Tottenham à ce niveau-là, et surtout de voir Postecoglou aussi n'arrivant pas à trouver des solutions face à cela. C'était assez bizarre, mais pour le coup, c'était très très bien joué de la part de Newcastle, hein, une victoire nette et sans bavure. Tottenham qui perd 3 précieux points. Ces trois points-là qui font que, suite à un autre résultat, Tottenham n'est virtuellement plus en Ligue des Champions, mais en Europa League pour l'année prochaine. Attention, sachant que Tottenham a un calendrier démentiel d'ici la fin de saison, il pourrait bien perdre le fait de pouvoir disputer la Ligue des Champions, alors qu'ils ont limite été quasiment toute la saison été dans la zone des 4. Ça serait dommage, mais bon, business is business, hein. Derrière, Nottingham Forest arrive, du moins les Wolves arrivent à arracher un match nul à Nottingham Forest. Nottingham Forest qui a été mené puis a mené durant la rencontre. Ce fut quand même un match nul dans tous les sens du terme, hein. 1-1-1-1, première mi-temps, ouverture du score de la part des Wolves, égalisation de la part de Gibbs White. Deuxième mi-temps, c'est le contraire, c'est Nottingham qui marque, et c'est Mateus Cunha qui met un doublé. D'ailleurs, entre les 4 buts, pendant le premier et le deuxième but, puis le deuxième but de Nottingham et l'égalisation, il n'y a pas eu énormément d'écart, hein. Il y a eu en tout et pour tout 6 minutes entre le premier but et l'égalisation, 5 entre la prise de contrôle du match de Nottingham Forest et la seconde égalisation. À 1 minute près, ça faisait 5 minutes. Ça s'est tenu vraiment autour de la mi-temps. C'est ça, exactement. Exactement, ça s'est tenu autour de la mi-temps. Un match nul qui n'arrange pas les affaires de Nottingham Forest, qui reste à portée de tir de Luton. Même si, bon, cette fois-ci, Luton n'a pas pu gagner. Un peu logique, il jouait contre Manchester City, City qui jouait à domicile, City qui a complètement écrasé Luton, hein, 5-1, avec un premier but contre son camp de la part de Ashioka, puis ensuite en deuxième mi-temps, City a complètement déroulé, Kovacic allant sur penalty, Jérémy Doku également, et Gvardiol en fin de match, hein. Doku qui a rendu l'appareil à Gvardiol, Gvardiol qui est passeur décisif sur le but de Doku qui est passeur décisif sur le but de Gvardiol. Donc très beau but, hein, d'ailleurs, les deux de Doku et de Gvardiol. La grosse frappe de Gvardiol en fin de match, très sympa. Exactement. Et bon, Manchester City qui pour le coup gagne, hein, c'est pas étonnant, qui prend 3 points qui vont s'avérer être très importants, et je l'indiquerai dans quelques instants pourquoi. Brighton qui fait match nul contre Burnley, Brentford qui gagne 2-0 contre Sheffield qui est d'ailleurs dernier du classement, hein, et qui risque, sauf miracle, de descendre en Championship. West Ham qui fait une mauvaise affaire en perdant contre Fulham. Contre Fulham. À domicile, c'est ça. Pas très positif, pas très bonne semaine pour West Ham, hein. La défaite contre Leverkusen et contre West Ham, bon, les deux sur un score de 2-0 d'ailleurs au passage. Est-ce qu'on peut dire que la semaine le résultat de Manchester United est plus favorable avec ce match nul face à Bournemouth? Ah bah oui, puisque pour le coup Manchester United fait aussi une mauvaise affaire, parce que personnellement je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse match nul contre Bournemouth. Après, United c'est vraiment l'équipe qui peut faire un match dantesque contre Liverpool et qui est capable derrière de faire match nul contre Bournemouth. C'est ça qui fait que pour moi c'est vraiment une équipe assez bizarre, cette United là. Et c'est un peu cet aspect bizarre qui fait que
je les sens capables aussi d'aller prendre Arsenal dans quelques semaines. C'est parce qu'ils sont capables, sur un match, de pouvoir de pouvoir faire des résultats contre des très grosses équipes, mais derrière s'écrouler contre le 14e du classement d'une manière assez inexplicable. C'est tout simplement Manchester United. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Rien. Bon, ils ont pu se sauver puisqu'ils étaient menés 2 fois dans le match par Bruno Fernandes, au moins ça. Et ils ont mauvais résultat, mais ils sont toujours ils restent toujours proches des places européennes. Newcastle est 6e. Enfin, Newcastle a le même nombre de points que United, donc bon, voilà. Mais le plus important, les plus importants étaient les matchs de Liverpool qui jouaient contre Crystal Palace, puis plus tard dans la journée, Arsenal contre Aston Villa. Et 2 résultats qui ont complètement souri à Manchester City. Pourquoi? Parce qu'en début d'après-midi, Liverpool a, contre toute attente, perdu contre Crystal Palace. Liverpool qui a été mené au score assez rapidement dans le match par un but de Eberechi Eze. Et Liverpool a couru après le score durant tout le match, en sachant qu'ils ont failli en seconde mi-temps, s'il n'y avait pas eu un sauvetage, prendre un second but qui aurait entériné tout espoir de gagner ce match-là. Mais ils n'ont pas réussi à faire sauter le verrou de Crystal Palace. Ils n'ont pas osé revenir. C'est ça, exactement. Mais oui, c'est... Malgré 21 tentatives. C'est ça, exactement, malgré 21 Le problème qu'il y a eu, c'est aussi le manque de réalisme. Clairement. Et le manque de précision du côté de Liverpool. Parce qu'ils ont tiré, oui, 21 fois au but, mais il n'y a eu que 6 tirs cadrés. C'est ça. Tandis que Crystal n'a tiré que 8 fois au but, mais il y a eu 5 frappes cadrées. Oui. En effet. En sachant qu'il y a eu quand même quelques bonnes nouvelles. Le retour d'Alisson dans les cages. Même si je trouve que Kelleher a fait un très très bel intérim. Franchement, sur ça, très très bel intérim de sa part. Hein. Il a montré qu'il avait vraiment de très 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 bonnes qualités. Donc, chapeau à lui. Le retour également de Trent Alexander-Arnold, c'est bien. Pour le sprint final, c'est toujours bien de retrouver des forces d'ailleurs, des tauliers du moins de l'équipe. C'est toujours positif, c'est bien pour eux. Même si cette défaite-là, elle fait mal à Liverpool. Bon, d'ailleurs, ils se sont fait exploser par l'Atalanta. Hein. Eux aussi ont passé une mauvaise semaine. Mais ouais, c'est là pour le coup, Liverpool, c'est un vrai coup d'arrêt. Et attention, même s'ils ont quand même un calendrier favorable, Liverpool, mais c'est vrai que cette défaite-là, elle fait quand même assez mal parce que je pense pas que beaucoup s'y attendaient. Et pour le coup, c'est dommage. C'est dommage pour eux du moins. Et donc un peu plus tard dans la journée, Arsenal jouait contre Aston Villa. Un match qui était quand même qui allait être compliqué dans tous les cas, puisqu'Aston Villa joue concrètement une place pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Arsenal qui joue le titre, c'est deux prétendants aux hautes places. Hein. C'était un match de très haut niveau, et Arsenal a fait du Arsenal. Si on peut appeler cela un chat. Là où, je vais pas mettre mes considérations personnelles, parce que c'est vrai que moi, de mon côté, et je l'avais indiqué, je savais qu'Arsenal allait fauter tôt ou tard, et que c'est pour ça que je n'y croyais pas spécialement à Arsenal dans la course au titre. Mais pour le coup, Arsenal avait globalement toutes ses forces en présence, contrairement à l'année dernière où elle a perdu des joueurs très importants. Elle avait tout le monde. C'était quasiment le 11 type du côté d'Arsenal. Il y a aucune excuse à ce niveau-là. Et
ils ont tout simplement tout simplement pas été réalistes, puisque oui, ils ont tiré, mais ça a été très peu de tirs cadrés au final, 4. Martinez a fait son match, hein, de toute manière on sait, Dibou Martinez, on le connaît, on sait que c'est un très grand gardien, habitué au match à pression, et c'est quelqu'un d'extrêmement fiable à ce niveau-là, et que Aston Villa également a vraiment les moyens de pouvoir embêter tout le monde en première ligue. Et Arsenal a fait du Arsenal, a perdu Arsenal est tombé dans le piège, tout simplement. Exactement, aussi, on peut dire ça, ils sont tombés dans le piège. Aston Villa leur a tendu un piège, il s'est renfermé sur eux en fin de rencontre. Et voilà, et puis ils sont allés la tête plein dedans, quoi, les Gunners. Quand on regarde que, il y a notamment leur homme fort qui a marqué son 19e but face à Arsenal, Oli Watkins. Tu te dis, oui, avec un garçon comme ça, si toute l'équipe marche aussi bien, ça donne pas forcément du Leverkusen, quoi, mais ça donne une très belle équipe en tout cas. C'est ça exactement. Et là, en sachant qu'Arsenal, du moins sur les prochains matchs, hein, puisque Arsenal est sur les 6 derniers matchs, il y a 3 matchs très importants, enfin les 3 matchs dont on parlait, hein, il y aura Chelsea, United et Tottenham. Je doute qu'ils fassent un 9 sur 9 sur ces matchs-là. Et je pense que ça va les condamner ça va les condamner dans la course au titre. Là où Manchester City, pour le coup, on sait qu'ils sont capables clairement, quelles que soient les équipes, même s'ils ont un calendrier d'ailleurs favorable, Manchester City, ils sont capables d'aller gagner leurs 6 derniers matchs et d'aller encore récupérer le titre de champion. Après, parfois c'est fou, hein, c'est fou comme quoi parfois. Je ne sais pas si on peut appeler ça de la chance, mais pour un Manchester City qui a quand même été moins souverain cette année, même s'ils ont une certaine forme d'excellence, hein, attention, il ne faut pas aussi dire, quand on dit Manchester City est moins souverain, moins bon, c'est par rapport à ce qu'ils ont montré concrètement fin des années 2010, où c'était un niveau en championnat où ils écrasaient tout le monde. Il y avait pas ce faible écart là. Mais donc c'est en ça qu'on dit qu'ils sont moins souverains. Mais ça reste très fort. C'est quand même très dur d'aller les prendre. Mais ils sont au final toujours là. Même s'il y a de la méforme du côté d'Haaland, même si De Bruyne est blessé un bon bout de saison, ils arrivent toujours à trouver les ressources. Bon, c'est facile aussi quand tu as autant d'argent qu'eux, mais ils arrivent toujours à trouver les ressources pour se réinventer, pour rester compétitifs. Et c'est bien. Ça montre qu'en fait, c'est extrêmement dur de gagner ce championnat-là, et que tu as le droit à très très peu d'erreurs. Et les quelques erreurs qui peuvent être effectuées, il faut que tu en fasses moins qu'eux, tout simplement. Si tu veux espérer gagner en PL, il faut faire moins d'erreurs qu'eux. Ce qui est difficile, Liverpool l'a déjà fait, mais c'est vrai que c'est difficile. Et Arsenal, mine de rien, moi je pense que ce qui pourrait entériner éventuellement leur chance de titre, c'est s'ils se font éliminer en Ligue des Champions. Bon, on fera nos pronos demain, hein, mais moi, et je le répéterai demain, pour moi, ils ne passeront pas le Bayern, parce que ils auraient dû gagner le match aller, et là, par contre, il y aurait eu, je pense, un 50-50, dans le sens où ils auraient pu peut-être tenir un nul ou faire quoi que ce soit. Mais le problème, c'est que là, maintenant, le Bayern, foutu pour foutu, ils se disent, bon, Bayern Leverkusen, ils sont champions, championnat, on s'en bat les cacahuètes, hein. De toute façon, on va globalement avoir 5 places en Ligue des Champions. Il nous reste que la Ligue des Champions. Vamos, allons vers la Ligue des Champions. Et c'est ça qui va faire que pour moi, le Bayern va gagner. Même si je sens que le Bayern ne passera pas les demi-finales, parce que ils ont quand même des carences, et City ou le Real, eux vont être méchants.
et eux vont punir bien plus fort qu'Arsenal. Et donc c'est pour ça que ça, je pense que ça sera trop juste pour le Bayern pour aller en finale de Ligue des Champions. Mais ouais, je les vois passer Arsenal, et le fait est de se faire éliminer un peu difficilement en Ligue des Champions, je pense que ça aura un effet boule de neige, et que ça va se retourner contre eux par rapport à leur fin de saison, tout simplement. Et se posera la question de Arteta, est-il atteint de Wengerisme ou pas. Ah, l'Inter a fait donc match nul contre Cagliari, donc ne profite pas du faux pas des autres équipes, et donc la série de matchs nuls de cette journée de Serie A, c'est poursuit tout simplement. Mais pour en revenir donc à la PL, ouais, et je pense que se posera la question de savoir s'il est vraiment atteint de Wengerisme, qu'est-ce qu'il faut faire, parce que une fois lorsque ça arrive, on peut dire bon, ok, t'as travaillé, t'as fait le nécessaire, bon, c'est une erreur, ça peut arriver. La deuxième fois, et en plus ça arrive quasiment au même moment dans la saison, je dis déjà là, tu n'apprends pas de tes erreurs. C'est ça exactement, en sachant que l'année dernière ils se sont sabordés en Europa League, où ils sont partis très vite alors qu'on savait qu'ils avaient une possibilité de pouvoir aller loin. Tout ça pour se concentrer sur le championnat. Au final, ils ont fait n'importe quoi en championnat. Là, on va pas dire qu'ils vont bazarder la C1, je ne le pense pas. Mais, à mon avis, lorsqu'on en reparlera la semaine prochaine, on parlera d'une élimination d'Arsenal. Et là, on se dira, ils ont merdé en championnat. Ils sont fait éliminer en première, ils sont fait éliminer en Ligue des Champions. C'est quoi la suite? Et ça s'est fait encore en avril. C'est-à-dire que dans le crunch time, ils perdent leurs moyens et ils n'y arrivent pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'il va falloir là parler d'un changement de coach parce que Arteta aurait atteint son plafond, ou voir ce que ça pourrait donner? Mais si l'année prochaine ils reprennent Arteta et qu'il y a encore un trou qui se fait et qu'Arsenal n'arrive pas à gagner le titre, j'entends bien. À ce moment-là, il faudra peut-être se dire, peut-être changer quelque chose. C'est ça, parce que oui, d'accord, l'effectif est jeune, oui, en soi, ils ont l'avenir devant eux, mais t'as deux fois l'occasion, un Manchester City qui est pas souverain, et t'arrives à ne pas réussir à prendre l'occasion de pouvoir gagner un titre, enfin gagner le titre de championnat, parce qu'il y a les autres titres en coupe aussi. Donc là ça va commencer à devenir inquiétant, parce que oui, c'est bien, parce que là tu vas ressembler en fait au Arsenal du début des années 2010. Oui, vous avez un très beau jeu, oui, votre jeu est séduisant, oui, vous avez des jeunes, oui, on sait que l'avenir est à vous. Ok, d'accord. Mais pendant ce temps-là, t'as Manchester United qui va aller gagner une Ligue des Champions, qui va faire d'ailleurs finale en 2009, finale en 2011. T'as Chelsea qui va gagner en 2012 et en 2013 la Ligue Europa. United qui va gagner en 2015, si je ne me trompe pas, également la Ligue Europa. Au final, on a parlé de cette génération des Baby Gunners qui avait l'avenir devant eux. Au final, ils n'ont pas réussi. Et on a l'impression, du moins, de voir un peu la même chose aujourd'hui. Donc, attention, je ne dis pas qu'il y a certains joueurs majeurs d'Arsenal qui vont aller à City, Nasri, Clichy, mais je dis pas ça. Mais attention, parce que là, on pourrait avoir un flashback de ce qui s'est passé dans le passé. Tout à fait. Il faut vraiment qu'ils réfléchissent en fait à continuer à évoluer. Parce que s'ils continuent à stagner, comme tu dis bien, s'ils stagnent, ils n'arriveront jamais à décrocher ce titre. C'est ça. Faut qu'ils évoluent, faut qu'ils continuent à évoluer. C'est aussi simple que ça. C'est ça, c'est exactement ça.
si on regardait encore le classement, mon cher Cyrus. Oui, bien sûr. Bien sûr qu'on peut le regarder. Donc au niveau du classement Première Ligue, donc Manchester City prend la tête avec 73 points. Arsenal et Liverpool se suivent avec 71 points. Arsenal ayant une meilleure différence de but et donc deuxième du classement. Aston Villa également qui est quatrième avec 63 points, qui prend la place de Tottenham qui est cinquième avec 60 points. Newcastle est quand même un peu décroché, sixième avec 50 points, le même nombre de points que Manchester United. West Ham 8e avec 48 points, Chelsea 9e avec 44 points, même nombre de points que Brighton. Les Wolves 11e avec 43 points, Fulham 12e avec 42 points, même nombre de points que Bournemouth avec 42 points bien sûr. 14e Crystal Palace avec 33 points, 15e Brentford avec 32 points, 16e Everton avec 27 points, 17e Nottingham Forest avec 26 points, premier relégable Luton avec 25 points, 19e Burnley avec 20 points, le 20e Sheffield avec 16 points. Et c'était tout pour la Première Ligue dans cette 33e journée de Première Ligue. Et c'était peut-être tout aussi pour nous, pour ce soir, je pense. C'est ça, exactement. Qu'en pensez-vous, mon cher Cyrus, qu'en pensez-vous, messieurs? Je suis assez d'accord. Je pense que sur les championnats du jour, on a globalement tout dit. En effet, et donc on se retrouvera de toute manière demain pour parler des autres championnats et de discuter de nos pronostics concernant les matchs européens de la semaine. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable fin de journée et à nos auditeurs et auditrices, bonne écoute et on se retrouve demain. À demain. Et à demain tout le monde. Bayer Leverkusen, Meisterkusen. À demain, messieurs. Yo les gars, si vous souhaitez avoir des maillots de qualité livrés rapidement à prix compétitif, n'hésitez pas, foncez chez notre partenaire maxikit.com avec le code La Table Ronde, vous avez 15% de réduction. Alors n'hésitez pas, si vous voulez des maillots de qualité livrés rapidement, foncez chez notre partenaire maxikit.com. Code promo La Table Ronde, tout attaché en minuscule. Et si ça ne fonctionne pas, essayez bien en majuscule également. See you next time and peace.